Ils ont osé humilier une femme innocente sous le regard indifférent d'une foule. Mais ils ignoraient qu'ils venaient de réveiller une tempête. Avant de plonger dans cette histoire brûlante d'injustice, chers spectateurs, montrez votre soutien. Tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer nos récits explosifs. Si vous êtes sceptique, donnez un like pour défier vos attentes. Et restez jusqu'à la fin pour une révélation qui vous laissera sans voix. À l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 2F, Adrienne Brooks, une femme afro-française élégante, traverse la foule avec une dignité inébranlable. Revenue de Genève pour une conférence secrète sur la cybersécurité, elle porte un tailleur chic signé Chanel, son sac en cuir discret trahissant un raffinement subtil. Mais cette prestance attire l'œil venimeux de deux officiers de police, Michel Durand et Lucas Moreau. Durand, un vétéran à l'arrogance raciste, ricane. Une femme comme toi avec tant de luxe, ça sent l'argent sale. Moreau, jeune et malléable, renchérit avec un rire nerveux, amplifiant l'humiliation publique. Sous les néons crus, la foule détourne les yeux, complice par son silence. La colère monte en Adrienne, mais elle reste de marbre, ses yeux perçants mémorisant chaque détail. Les numéros de badge, Durand, 3421, Moreau, 1896. Les caméras braquées, l'odeur âcre de cigarette dans l'haleine de Durand. Soudain, Durand la pousse violemment contre un mur vitré, prétendant une fouille d'urgence. Des passants filment, mais personne n'ose intervenir. « Tu vas payer pour ton insolence », siffle-t-il, son ton gorgé de mépris raciste. Cette agression, en plein cœur de la France, bafoue l'honneur d'une nation fière de sa justice. Adrienne, vibrante de rage contenue, sait que l'heure de la riposte approche. Ce n'est pas seulement son combat, c'est celui de la dignité française face à l'injustice. Sous les lumières crues du terminal 2F de l'aéroport Charles de Gaulle, la tension montait comme une tempête prête à éclater. Adrienne Brooks, toujours droite malgré l'affront, sentait la colère pulser dans ses veines, mais son visage restait un masque de froide détermination. Les regards curieux des passants, qui s'éloignaient cowardement, ne faisaient qu'attiser son indignation. Comment, en plein cœur de la France, patrie de la liberté et de la justice, pouvait-on tolérer une telle infamie? Les officiers Michel Durand et Lucas Moreau, loin de reculer, semblaient se délecter de leur pouvoir abusif, leurs paroles empoisonnées par un racisme abject qui souillait l'honneur de leur uniforme. Durand, le meneur, s'approcha d'Adrienne, son sourire narquois trahissant une arrogance venimeuse. « Montrez vos papiers, et vite !» aboya-t-il, ses yeux scrutant son tailleur Chanel comme s'il cherchait une preuve de culpabilité. Adrienne, calmement, sortit son permis de conduire, un document valide ne révélant rien de son statut de directrice du FBI. Mais Durand, au lieu de vérifier, le jeta négligemment sur le comptoir, provoquant un murmure choqué parmi les rares spectateurs restés à proximité. « Vous pensez que ça suffit ?» railla-t-il, sa voix résonnant dans le hall. « Une femme comme vous, avec tout cet argent, ça ne peut pas être honnête. D'où vient ce sac? Du trafic, hein ?» Ces mots, lourds de préjugés racistes, étaient une gifle à la dignité d'Adrienne et à l'idéal d'égalité française. Lucas Moreau, moins assuré mais complice, renchérit avec maladresse. « Ouais, Michel a raison. Pourquoi voyager seul avec autant de luxe? Ça cache quelque chose. » Leur interrogatoire, loin d'être une vérification de routine, prenait des allures de lynchage verbal. Une nouvelle vague de colère envahit Adrienne, non pas pour elle-même, mais pour toutes les victimes silencieuses de tels abus. Elle répondit posément « Officier, je vous ai fourni mes papiers. Si vous n'avez pas de motif valable, laissez-moi partir. » Sa voix, ferme mais contrôlée, était un défi à leur autorité illégitime. Ce ton assuré mit Durand hors de lui. « Vous osez me donner des ordres ?» rugit-il, son visage rougissant de rage. Il se tourna vers Moreau. « Lucas, menotte-la. Comportement suspect, on l'emmène au poste. » Moreau hésita, ses yeux trahissant une lueur d'incertitude, mais sous le regard brûlant de Durand, il sortit les menottes. Le cliquetis métallique résonna comme une insulte dans le terminal, et les menottes se refermèrent brutalement sur les poignets d'Adrienne, mordant sa peau. « Vous n'avez aucun droit !» protesta-t-elle, sa voix désormais tranchante comme une lame. « C'est un abus de pouvoir et une détention illégale. » Mais Durand éclata d'un rire méprisant. « Silence! Vous, les gens comme vous pensez que les lois ne s'appliquent pas. On va voir ça. » Dans un élan de cruauté, Durand ordonna une fouille immédiate de son sac, sans mandat ni justification.
Il renversa son contenu sur le sol, un carnet, un stylo Montblanc, une clé USB, cryptée, sous les regards médusés des passants. Un adolescent tenta de filmer la scène, mais Durand le menaça d'arrestation, faisant taire toute tentative d'intervention. « Regardez-moi ça !» s'exclama-t-il, brandissant la clé USB comme un trophée. « Qu'est-ce que vous cachez là-dedans? Des secrets illégaux, je parie ?» Cette accusation sans fondement, proférée avec un mépris raciste, fit bouillir le sang d'Adrienne. Chaque mot était une atteinte à sa dignité, un affront à la France qui se targue de protéger ses citoyens. Un détail nouveau ajouta à l'horreur. Durand, remarquant une photo d'Adrienne avec des dignitaires internationaux dans son portefeuille, la brandit en ricanant. « Oh, vous posez avec des puissants? Une arnaqueuse qui se prend pour une VIP !» Il déchira la photo sous ses yeux, un geste symbolique d'humiliation destiné à briser son esprit. Mais Adrienne, loin de céder, grava dans sa mémoire chaque seconde de cette injustice. Les numéros de badge des officiers, l'angle des caméras, le silence complice de la foule. Sa colère, désormais incandescente, n'était plus seulement personnelle. Elle portait le poids d'une lutte collective contre l'oppression. Ce moment de violation criante, en plein aéroport parisien, était une trahison des valeurs françaises. Liberté, égalité, fraternité. Adrienne, formée à affronter les pires crises, transforma sa fureur en une résolution d'acier. Elle savait que Durand et Moreau, aveuglés par leurs préjugés et leur soif de pouvoir, creusaient leur propre tombe. Leur arrogance raciste et leur abus d'autorité n'étaient pas seulement un crime contre elle, mais une insulte à la nation tout entière, qui ne tolérerait pas une telle infamie une fois la vérité révélée. Chers spectateurs, cette injustice vous révolte-t-elle autant que nous? Si oui, tapez « Justice » dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre la suite de ce combat épique. Partagez cette vidéo pour amplifier le cri de la vérité et ne manquez pas le prochain épisode où une révélation fracassante retournera la situation. Votre soutien est notre force pour dénoncer l'inacceptable. Dans l'ombre oppressante du terminal 2F de l'aéroport Charles de Gaulle, l'air semblait s'épaissir, saturé par la malveillance des officiers Michel Durand et Lucas Moreau. Adrienne Brooks, menottée, le dos pressé contre un mur vitré, sentait chaque seconde de cette injustice creuser une plaie dans son âme. Mais loin de plier, sa rage s'aiguisait, alimentée par l'affront infligé non seulement à elle, mais à l'idéal français de justice et d'égalité. Les regards fuyants des passants, le bourdonnement des annonces de vol et l'odeur âcre de l'haleine de Durand formaient un décor d'humiliation publique. Pourtant, c'est dans ce moment de vulnérabilité apparente que la tempête en Adrienne se préparait à éclater. Durand, sentant son pouvoir absolu, s'approcha encore, son souffle empestant le tabac froid. « Écoute, ma petite » murmura-t-il avec une fausse douceur, ses mots dégoulinants de menaces. « On peut t'emmener au poste, fouiller chaque recoin de tes affaires, et crois-moi, on trouvera quelque chose. Les formalités ici, c'est long, très long. Tu pourrais rater ton vol, tes réunions, tout. » Il marqua une pause, ses yeux plissés scrutant Adrienne comme un prédateur. « Mais, poursuivit-il, sa voix prenant une tonalité ouvertement cupide, il y a un moyen plus simple. Un petit geste de bonne volonté, disons. 2500 € en liquide. Pas grand-chose pour une femme comme toi, non ? » Il désigna son sac Chanel renversé d'un geste moqueur. « Paye, et on oublie tout. Les menottes s'envolent, et tu repars libre. Personne n'en saura rien. » Moreau, mal à l'aise mais complice, hocha la tête, jetant des regards nerveux autour de lui. « Ouais, c'est mieux pour tout le monde, » marmonna-t-il, sa voix tremblante trahissant son manque d'assurance. Ce chantage éhonté, proféré en plein jour dans un aéroport international, était une insulte à la France, une nation qui se targue de défendre la droiture. Adrienne, immobile, sentit une fureur incandescente monter en elle. Chaque mot de Durand était une nouvelle entaille dans la dignité collective, un défi à l'honneur d'un peuple qui avait jadis renversé des tyrans pour la liberté. Un détail glaçant vint amplifier l'horreur. Durand, pour accentuer la pression, saisit le téléphone d'Adrienne dans son sac et le brandit comme une arme. « On peut vérifier tes appels, tes messages, tout !» menaça-t-il, ignorant que l'appareil était un dispositif crypté du FBI. Il tenta de l'allumer, mais l'écran resta noir, protégé par un code inviolable. Frustré, il le lança violemment au sol, provoquant un craquement qui résonna dans le terminal. « Tu joues dans les malignes ?»
rugit-il, attirant l'attention d'un employé de l'aéroport qui s'approcha timidement. Durand le chassa d'un geste brutal. Dégage, ou t'es le prochain. Cette violence gratuite, mêlée de racisme, transforma l'indignation d'Adrienne en une résolution d'acier. Ces hommes devaient te payer. Un nouveau rebondissement ajouta à la tension. Une femme âgée, témoin de la scène, tenta d'intervenir, criant en français « Laissez cette femme tranquille, c'est honteux !» Durand, hors de lui, la repoussa si fort qu'elle trébucha, son sac à main s'éparpillant au sol. Des murmures choqués parcoururent tard la foule, mais la peur les réduisit au silence. Ce geste odieux, capturé par une caméra de sécurité que Durand n'avait pas remarqué, devint une preuve accablante. Adrienne, malgré les menottes, mémorisa chaque détail. Le badge de Durand, 3421, celui de Moreau, 1896, l'angle précis de la caméra et le visage courageux de la vieille dame. Sa colère, désormais volcanique, n'était plus seulement personnelle. Elle portait le cri étouffé de tous ceux qui souffraient en silence sous l'oppression. Durand, inconscient du gouffre qu'il creusait, poursuivit son chantage avec une audace aveugle. Alors, 2500 € ou on t'embarque, siffla-t-il, son ton oscillant entre menace et avidité. Il se pencha si près qu'Adrienne sentit la chaleur de son souffle. Les gens comme toi, on les brise facilement, ajouta-t-il, ses mots gorgés de mépris raciste. Mais Adrienne, loin de flancher, le fixa droit dans les yeux, son regard aussi tranchant qu'une lame. Elle ne parlait pas, non par peur, mais pour laisser Durand s'enfoncer davantage. Chaque parole, chaque geste était une corde supplémentaire autour de son cou. Ce moment de violation, en plein cœur de Paris, était plus qu'un crime. C'était une trahison des valeurs fondamentales de la France. Adrienne, formée à naviguer dans les crises les plus périlleuses, transformait sa fureur en une arme. Elle savait que Durand et Moreau, ivres de leur pouvoir illusoire, ignoraient qu'ils venaient de défier une force bien plus grande qu'eux. Leur arrogance raciste, leur cupidité et leur brutalité n'étaient pas seulement un affront à une femme. Ils étaient une attaque contre l'âme d'une nation qui, depuis des siècles, s'était levée contre l'injustice. Adrienne, vibrante de rage contenue, attendait son moment, prête à déclencher une justice implacable qui rappellerait à tous que, en France, la liberté ne se négocie pas. Alors que l'atmosphère du terminal 2F de l'aéroport Charles de Gaulle vibrait d'une tension insoutenable, Adrienne Brooks, menottée et acculée, transformait sa colère en une arme affûtée. Les paroles venimeuses de Michel Durand, exigeant 2500 € pour sa liberté, résonnaient encore dans ses oreilles, chaque syllabe un affront à la dignité française. Le silence complice de la foule, l'écho des annonces de vol, et l'image de la vieille dame repoussée par Durand alimentait une fureur qui brûlait comme un feu sacré. Mais dans ce moment de violation, où l'injustice semblait triompher, Adrienne préparait une riposte qui ébranlerait les fondations de l'arrogance des deux officiers. Soudain, un calme glacial s'empara d'elle, contrastant avec la frénésie du terminal. Ses yeux, perçants comme ceux d'un faucon, se plantèrent dans ceux de Durand, qui continuait de ricaner, inconscient du précipice qui l'approchait. « Je veux passer un appel », déclara-t-elle, sa voix claire et autoritaire tranchant l'air comme une lame. Durand, surpris par ce ton, éclata d'un rire méprisant. « Un appel ? Pour supplier ton avocat ou ton patron de payer la rançon », railla-t-il, échangeant un regard amusé avec Lucas Moreau, dont les mains tremblèrent légèrement. Mais Adrienne, imperturbable, répéta « Je dois appeler mon adjoint ». Sa fermeté, teintée d'une assurance presque surnaturelle, fit vaciller l'assurance de Durand. « Adjoint de quoi ?» siffla-t-il, son ton oscillant entre moquerie et curiosité. « Quelle entreprise bidon te donne un adjoint ?» Il pensait toujours qu'Adrienne était une femme d'affaires véreuse, une cible facile pour son chantage. Mais un frisson d'incertitude traversa Moreau, qui murmura « Michel, et si ?» Durand le coupa d'un geste brusque. « Tais-toi, Lucas. Donne-lui son téléphone, qu'elle s'amuse. » Avec une hésitation visible, Moreau ramassa le smartphone d'Adrienne, brisé mais toujours fonctionnel, sur le sol. Ignorant les fissures sur l'écran, Adrienne, malgré les menottes, activa l'appareil d'un geste précis, un code gestuel que seul un dispositif crypté du FBI pouvait reconnaître. L'écran s'alluma et un appel fut lancé instantanément vers une ligne prioritaire. Moreau,
suivant les instructions d'Adrienne, tint le téléphone près de son oreille. À l'autre bout, une voix grave et professionnelle répondit immédiatement. « Directrice Brooks, c'est vous ?» Adrienne, abandonnant tout semblant de passivité, prit la parole avec une autorité qui fit frémir l'air. « Marcus, c'est moi. Je suis au terminal 2F de Charles de Gaulle, près de la sortie 4. Incident grave impliquant 2 officiers de police. Michel Durand, badge 3421, et Lucas Moreau, badge 1896. » Elle marqua une pause, ses yeux transperçant Durand, qui commençait à blêmir. « Ils m'ont menotté illégalement, humilié avec des propos racistes et tenté de m'extorquer 2500 €. J'exige l'intervention immédiate de l'équipe d'urgence du FBI à Paris. Contactez l'agent spécial en charge, Claire Dubois. Priorité absolue. » Chaque mot tombait comme un coup près, et la mention du FBI fit l'effet d'une bombe. Durand, figé, sentit ses jambes trembler, tandis que Moreau lâcha un hoquet de panique. « FBI » balbutia-t-il, son visage vidé de toute couleur. Adrienne, sans quitter Durand des yeux, acheva l'appel. « Marcus, tenez-vous prêt pour mes prochaines instructions. » Puis, elle fit signe à Moreau de poser le téléphone. Un silence oppressant envahit le terminal, seulement brisé par le cliquetis lointain des valises. Alors, Adrienne se redressa, sa silhouette menottée, irradiant une puissance indomptable. « Vous, dit-elle à Durand, sa voix froide comme l'acier, venez de commettre une erreur fatale. Vous avez humilié, menotté et tenté de racketter la directrice du Federal Bureau of Investigation. » Ces mots, prononcés avec une clarté implacable, étaient un verdict. Durand, dont l'arrogance s'effondrait comme un château de cartes, bredouilla « Non, c'est impossible. Vous mentez. » Mais la terreur dans ses yeux trahissait sa prise de conscience. Moreau, paralysé, fixait Adrienne comme si elle était une apparition. Un détail saisissant amplifia le choc. Un agent de sécurité de l'aéroport, ayant entendu des bribes de l'appel, tenta de s'approcher, mais Durand, dans un sursaut de panique, le repoussa violemment, attirant davantage l'attention. Cette erreur, captée par une caméra que Durand n'avait pas vue, scella son destin. La révélation d'Adrienne n'était pas seulement un coup de théâtre, elle incarnait l'esprit français de résistance face à l'oppression. En cet instant, elle ne se battait pas seule. Elle portait l'héritage d'une nation qui, de la Révolution à la Résistance, s'était dressée contre l'injustice. Sa colère, canalisée en une détermination froide, était une ode à la justice, un cri pour toutes les voix étouffées par le racisme et l'abus de pouvoir. Durand et Moreau, aveuglés par leur cupidité et leurs préjugés, ignorant qu'ils venaient de défier une force inarrêtable. Dans le cœur vibrant de Paris, Adrienne Brooks, directrice du FBI, était prête à faire tomber le marteau de la justice, non seulement pour elle, mais pour l'honneur d'une France qui ne plie jamais devant l'infamie. Au cœur du terminal 2F de l'aéroport Charles de Gaulle, l'annonce fracassante de la véritable identité d'Adrienne Brooks, directrice du FBI, avait transformé l'arrogance des officiers Michel Durand et Lucas Moreau en une peur viscérale. Leur chantage odieux, leurs insultes racistes et leurs menottes illégales pesaient désormais comme une sentence suspendue au-dessus de leur tête. Adrienne, toujours entravée, vibrait d'une colère contenue mais inextinguible, non pas pour sa propre humiliation, mais pour l'affront infligé à l'idéal français de justice. Alors que Durand balbutiait des dénégations paniquées et que Moreau semblait pétrifié, un grondement sourd annonça l'arrivée d'une force implacable, prête à rétablir l'ordre dans ce chaos d'injustice. Quelques minutes à peine après l'appel d'Adrienne, une escouade de 7 agents du FBI, menée par l'agent spécial en charge Claire Dubois, fendit la foule du terminal avec une précision militaire. Leurs costumes sombres et leurs regards acérés imposaient un silence oppressant, comme si la France elle-même, outragée, envoyait ses meilleurs défenseurs. La foule, jusqu'alors passive, s'écarta instinctivement, murmurant des spéculations, alors que les caméras des smartphones capturaient chaque instant. Claire Dubois, une femme d'une autorité naturelle, avança droit vers Adrienne, ses traits marqués par une indignation contenue à la vue de sa supérieure menottée. « Directrice Brooks, dit-elle, sa voix mêlant respect et fureur. « Êtes-vous indemne? Que s'est-il passé ?» Un détail dramatique intensifia la scène. Un officier de sécurité aéroportuaire, complice de Durand, tenta de bloquer l'accès des agents du FBI, prétendant une procédure interne.
Claire Dubois, sans un mot, brandit un mandat fédéral, le forçant à reculer sous peine d'arrestation immédiate. Cette confrontation éclair, captée par une caméra de surveillance, symbolisait le triomphe de la justice sur la corruption locale. Les agents du FBI, formant un périmètre discret mais impénétrable, désarmèrent Durand et Moreau avec une efficacité chirurgicale. Les pistolets, menottes supplémentaires et badges, symboles de leur pouvoir abusif, furent confisqués en un instant. Un agent s'approcha d'Adrienne et, avec un respect presque cérémoniel, déverrouilla ses menottes. Le clic métallique résonna comme un glas pour les deux officiers, marquant la fin de leur règne d'arrogance. Durand, désormais pâle comme un linceul, tenta de protester. « C'est un malentendu. Nous faisions notre travail. » Mais sa voix, tremblante, se perdit sous le regard glacial de Claire Dubois. Moreau, effondré, marmonnait des excuses incohérentes, ses yeux fixant le sol comme s'il pouvait y trouver une échappatoire. La colère d'Adrienne, canalisée en une autorité souveraine, éclata alors. « Vous avez souillé l'honneur de votre uniforme », déclara-t-elle, chaque mot comme un coup de marteau. « Vous avez cru pouvoir briser une citoyenne par racisme et cupidité, mais vous avez défié la justice elle-même. » Un rebondissement saisissant ajouta à l'intensité. Un passager, témoin de l'incident, transmit en direct la scène sur une plateforme de réseaux sociaux, attirant l'attention de médias locaux. Les images de l'intervention du FBI, diffusées en temps réel, déclenchèrent une vague d'indignation publique, amplifiant la pression sur les autorités aéroportuaires. Ce soulèvement spontané, porté par la technologie, incarnait l'esprit français de solidarité face à l'injustice, rappelant les grandes mobilisations citoyennes de l'histoire nationale. Adrienne, consciente de cette dynamique, saisit l'occasion pour imposer une réponse exemplaire. Elle se tourna vers Claire Dubois, sa voix ferme et précise. « Claire, bouchez immédiatement cette zone. Aucun accès non autorisé. Récupérez toutes les données des caméras de surveillance depuis le moment où j'ai été arrêté. Vérifiez les caméras corporelles de ces officiers. S'ils en portaient, c'est une preuve cruciale. Identifiez chaque témoin, prenez leur déposition, contactez le parquet de Paris et demandez un procureur sur place. » Chaque ordre était une flèche tirée contre l'impunité, une affirmation que la France, patrie du droit, ne tolérerait pas une telle trahison. Les agents s'exécutèrent avec une rapidité fulgurante, leurs mouvements synchronisés témoignant de l'efficacité redoutable du FBI. Un supérieur des officiers, le sergent Pierre Lefebvre, arriva en trombe, alerté par la débâcle. Son visage se décomposa à la vue d'Adrienne, désormais libre, dirigeant les opérations avec une autorité incontestable. Il tenta de s'excuser, bégayant des justifications, mais Adrienne l'interrompit d'un regard qui le réduisit au silence. « Vos hommes ont déshonoré votre institution, dit-elle, sa voix vibrant d'une colère juste. La justice suivra son cours. » Cette confrontation, où le pouvoir local pliait devant la force fédérale, était une victoire symbolique pour tous ceux qui, en France, luttent pour un système équitable. La rapidité et la précision de l'intervention du FBI, combinées à la mobilisation citoyenne naissante, incarnaient une valeur nouvelle. La synergie entre la justice institutionnelle et la voix du peuple. Adrienne, en cet instant, n'était pas seulement une directrice. Elle était le porte-étendard d'une France qui, face à l'injustice, se dresse unie, inflexible et prête à punir ceux qui trahissent ses idéaux. La scène, figée dans le chaos maîtrisé du terminal, annonçait une tempête judiciaire qui balayerait l'arrogance de Durand et Moreau, réaffirmant que, dans la patrie des droits de l'homme, nul n'échappe à la justice. Alors que l'intervention fulgurante du FBI avait rétabli un semblant d'ordre dans le terminal 2F de l'aéroport Charles de Gaulle, l'onde de choc de l'incident continuait de se propager, attisant une colère collective. Adrienne Brooks, désormais libérée de ses menottes, incarnait une justice implacable, son regard d'acier fixé sur Michel Durand et Lucas Moreau, dont l'arrogance s'était muée en terreur abjecte. L'arrivée de l'équipe d'urgence du FBI, dirigée par Claire Dubois, avait marqué un tournant, mais ce n'était que le prélude à une enquête méthodique qui exposerait chaque facette de leur infamie. La France, patrie de la transparence et de l'équité, exigeait des comptes, et Adrienne, vibrante d'une fureur contenue, était déterminée à faire éclater la vérité. L'enquête débuta avec une précision chirurgicale, chaque mouvement des agents du FBI reflétant une efficacité redoutable. Les caméras de surveillance, braquées sur la scène, furent immédiatement saisies.
Les enregistrements, analysés dans une salle sécurisée, révélèrent l'horreur dans toute sa clarté. Durand poussant Adrienne contre le mur, ses propos racistes, la fouille illégale de son sac et l'agression contre la vieille dame qui avait osé intervenir. Un détail saisissant émergea. La caméra corporelle de Moreau, activée par inadvertance, avait capturé chaque mot de l'offre de chantage de 2500 €, ainsi que les ricanements méprisants de Durand. Ce pistolet fumant, comme l'appela Claire Dubois, était une condamnation irréfutable, un affront à l'honneur français qui ne pouvait rester impuni. Un rebondissement captivant intensifia la tension. Un hacker anonyme, ayant piraté le flux en direct d'un passager sur les réseaux sociaux, diffusa une version agrandie de la vidéo, zoomant sur les badges de Durand et Moreau. Cette initiative citoyenne, relayée par des médias comme Le Monde, déclencha une tempête d'indignation publique, transformant l'incident en un symbole de lutte contre le racisme et l'abus de pouvoir. Cette mobilisation numérique, ancrée dans l'esprit français de solidarité, ajouta une pression écrasante sur les autorités aéroportuaires, déjà submergées par le scandale. Adrienne, informée de cette vague populaire, y vit une opportunité. La technologie, alliée à la justice, devenait une arme pour démasquer les coupables. Les témoignages renforcèrent le dossier. Adrienne livra une déposition d'une clarté implacable, détaillant chaque insulte raciste, chaque geste illégal, sans jamais céder à l'émotion. Sa dignité, même après une telle humiliation, incarnait l'idéal d'une France résiliente face à l'adversité. La vieille dame, identifiée comme une retraitée nommée Marie Leclerc, apporta un récit poignant, décrivant comment Durand l'avait brutalisée pour son intervention courageuse. Plusieurs passagers, galvanisés par la diffusion virale de la vidéo, surmontèrent leur peur initiale pour témoigner, leur récit corroborant chaque détail. Un employé de l'aéroport, témoin silencieux, révéla que Durand avait un historique de comportement discriminatoire, jusque-là ignoré par ses supérieurs. Cette négligence institutionnelle attisa davantage la colère d'Adrienne, qui voyait dans ces failles une trahison des valeurs républicaines. Un autre élément dramatique enrichit l'enquête. Les agents du FBI découvrirent que Durand avait tenté d'effacer les données de sa caméra corporelle via un complice au poste de police de l'aéroport. Ce complot, intercepté grâce à une surveillance électronique, ajouta une accusation de tentative d'obstruction à la justice. Les téléphones personnels des deux officiers furent saisis, révélant des messages incriminants où Durand se vantait de faire plier les arrogants, comme Adrienne, des propos gorgés de mépris raciste. Ces preuves, accumulées avec une rigueur implacable, transformaient l'enquête en une machine de guerre contre l'impunité. L'examen des dossiers disciplinaires des officiers mit en lumière des vérités accablantes. Durand avait accumulé plusieurs plaintes pour harcèlement et discrimination, toutes étouffées par une bureaucratie complaisante. Moreau, bien que moins expérimenté, était décrit comme influençable, suivant aveuglément les ordres de Durand. Ces révélations, exposées sous le feu des projecteurs médiatiques, alimentèrent une fureur nationale. Comment une institution française, censée protéger ses citoyens, pouvait-elle tolérer de tels abus? Adrienne, en supervisant l'enquête, ne cherchait pas seulement à punir deux hommes. Elle voulait éradiquer les racines d'un système qui permettait à de tels actes de prospérer. Cette enquête, portée par la synergie entre la technologie citoyenne et la rigueur fédérale, incarnait une valeur nouvelle, la transparence comme pilier de la justice. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » résonne comme un serment, l'affaire devenait un cri de ralliement pour une société plus juste. La colère d'Adrienne, canalisée en une quête méthodique de vérité, était un hommage à ceux qui, avant elle, avaient lutté pour les droits de tous. Alors que les preuves s'amoncelaient, Durand et Moreau, jadis si arrogants, se retrouvaient nus face à une justice qu'ils ne pouvaient manipuler. Chers spectateurs, cette quête de vérité vous inspire-t-elle? Si oui, laissez un commentaire avec « vérité » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce drame captivant. Partagez cette vidéo pour amplifier la voix de la justice et restez à l'écoute. Le prochain épisode révélera un dénouement qui ébranlera toutes vos attentes. Dans l'ombre des preuves accablantes accumulées par le FBI, le terminal 2F de l'aéroport Charles de Gaulle semblait loin, mais son écho résonnait encore, transformé en un cri de justice qui secouait la France. L'enquête, menée avec une rigueur implacable, avait exposé l'infamie de Michel Durand et Lucas Moreau, dont les actes racistes et corrompus avaient souillé l'honneur de la nation.
Adrienne Brooks, directrice du FBI, portait en elle une colère froide, non pas vengeresse, mais alimentée par le devoir de restaurer la dignité bafouée. Alors que l'affaire passait des couloirs de l'aéroport aux salles austères du palais de justice de Paris, la fureur collective atteignait son paroxysme, exigeant un verdict qui réaffirmerait les valeurs sacrées de la République. Quelques mois plus tard, la salle d'audience, bondée de journalistes, d'activistes et de citoyens indignés, vibrait d'une tension palpable. Le procès de Durand et Moreau, accusés de violation des droits civiques sous couvert de la loi et de conspiration à l'extorsion, captivait la nation. La procureure fédérale, Sophie Martin, une juriste réputée pour sa ténacité, présenta un dossier d'une solidité inébranlable. Les vidéos de surveillance montraient Durand poussant Adrienne contre un mur, tandis que la caméra corporelle de Moreau, pièce maîtresse, diffusait ses propos racistes et son offre de chantage de 2500 €. Lorsque ces images furent projetées, un silence glacial envahit la salle, chaque mot de Durand comme une insulte à la France, patrie de l'égalité. Un rebondissement saisissant électrisa l'audience. Un témoin surprise, un technicien de l'aéroport, révéla que Durand avait tenté de soudoyer un collègue pour détruire les enregistrements de surveillance avant l'arrivée du FBI. Cette tentative, documentée par des messages interceptés, ajouta une accusation d'obstruction à la justice, faisant vaciller la défense de Durand. Cette révélation, relayée en direct par les médias, déclencha une vague de colère publique, avec des manifestations devant le tribunal réclamant une punition exemplaire. Cette mobilisation, ancrée dans l'esprit français de résistance à l'oppression, transforma le procès en un symbole de lutte contre la corruption et le racisme. Adrienne Brooks, témoin vedette, monta à la barre avec une dignité qui imposa le respect. Vêtue d'un tailleur sobre, elle relata l'incident avec une précision chirurgicale, décrivant chaque insulte, chaque geste illégal, sans jamais céder à l'émotion. Ces officiers n'ont pas seulement attaqué ma personne, déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un verdict. Ils ont trahi la confiance du peuple français, qui attend de ses gardiens la justice, non l'oppression. Sa prestance, mêlée d'une colère contenue, subjugua le jury, incarnant l'idéal d'une France qui ne plie pas face à l'injustice. Les questions de la défense, visant à la déstabiliser, s'effondrèrent face à sa fermeté. Les témoignages des agents du FBI, dont Claire Dubois, confirmèrent l'état d'Adrienne lors de leur arrivée, tandis que Marie Leclerc, la vieille dame agressée, livra un récit émouvant qui fit monter les larmes aux yeux de plusieurs jurés. Lucas Moreau, ayant plaidé coupable dans un accord, témoigna contre Durand, décrivant son rôle de meneur dans le chantage. Cette coopération, bien que stratégique, ne diminua pas la gravité de sa complicité. La défense de Durand tenta de minimiser ses actes, arguant qu'il avait agi sous pression dans un environnement stressant et que ses propos racistes n'étaient que des mots irréfléchis. Mais ces arguments, face à la vidéo accablante, sonnèrent creux comme une insulte à l'intelligence du jury. Un moment dramatique survint lorsque Sophie Martin présenta un rapport sur le passé de Durand, révélant une série de plaintes ignorées pour comportements discriminatoires. Cette négligence institutionnelle, exposée sous les feux des projecteurs, attisa la fureur collective. Comment une telle impunité avait-elle pu prospérer en France? Le procès devint plus qu'une affaire individuelle. Il était un réquisitoire contre les failles systémiques permettant aux abus de perdurer. La procureure, dans son plaidoyer final, martela: ces hommes ont déshonoré leur uniforme et la France. Leur punition doit être un phare pour tous ceux qui osent trahir nos valeurs. Après un délibéré de quelques heures, le jury revint avec un verdict unanime. Le président, d'une voix grave, déclara: Michel Durand, coupable de violation des droits civiques et de conspiration à l'extorsion. Lucas Moreau, coupable des mêmes chefs d'accusation. Durand s'effondra sur son banc, tandis que Moreau ferma les yeux, accablé. Lors de l'audience de condamnation, Sophie Martin demanda des peines sévères, soulignant l'impact délétère de leurs actes sur la confiance publique. Adrienne, dans une déclaration de victime, ne parla pas de sa douleur personnelle, mais de la nécessité de protéger l'idéal républicain. Quand ceux qui portent l'uniforme cèdent au racisme et à la cupidité, ils ébranlent la France elle-même, dit-elle, sa voix vibrante d'une colère juste. Le juge, dans un verdict retentissant,
condamna Durand à 15 ans de prison pour son rôle principal et son obstruction à la justice, et Moreau à 10 ans, tenant compte de sa coopération, mais pas de sa complicité active. Ce jugement, applaudi par la foule à l'extérieur, réaffirma que nul n'est au-dessus de la loi. La valeur nouvelle de ce procès résidait dans sa capacité à rallumer la flamme de la justice, prouvant que la France, même face à ses propres failles, pouvait se corriger et défendre ses idéaux avec une force indomptable. Alors que le verdict du tribunal résonnait encore dans les couloirs du palais de justice de Paris, condamnant Michel Durand à 15 ans et Lucas Moreau à 10 ans de prison, l'affaire de l'aéroport Charles de Gaulle s'inscrivait comme une blessure ouverte dans le cœur de la France. La colère d'Adrienne Brooks, canalisée en une quête implacable de justice, avait triomphé, mais l'indignation nationale ne s'éteignait pas. Ce scandale, révélant le racisme et la corruption au sein des forces de l'ordre, exigeait plus qu'une punition. Il réclamait une refonte des valeurs qui définissent la République. Dans cette tempête, Adrienne se tenait droite, incarnation d'une France refusant de plier face à l'injustice. L'onde de choc du procès se propagea bien au-delà des murs du tribunal. La police de l'air et des frontières, responsable de Durand et Moreau, fut soumise à un audit rigoureux. Un détail saisissant émergea. Une pétition citoyenne, lancée par Marie Leclerc, la vieille dame agressée, recueillit des milliers de signatures pour exiger des réformes structurelles. Cette initiative, amplifiée par les réseaux sociaux, força l'adoption de mesures radicales. Renforcement de la formation contre le racisme, obligation universelle des caméras corporelles et licenciement de plusieurs officiers au passé douteux. Ces changements, bien que tardifs, étaient un cri de ralliement, prouvant que la voix du peuple français pouvait remodeler ses institutions. L'impact social fut tout aussi profond. L'affaire devint un catalyseur pour des débats nationaux sur la discrimination systémique avec des manifestations pacifiques dans les rues de Paris, Lyon et Marseille. Un moment poignant marqua les esprits. Un collectif d'artistes projeta des images de l'incident sur la façade du Panthéon, accompagné du slogan « Liberté, égalité, justice ». Cette action, à la fois artistique et militante, galvanisa la jeunesse, rappelant que la France, berceau des droits humains, devait rester vigilante face aux dérives de ses gardiens. La colère collective, loin de s'éteindre, se mua en une détermination féroce à bâtir une société où nul ne serait jugé pour sa couleur ou son statut. Pour Adrienne, de retour dans son bureau du FBI à Washington, l'affaire était une leçon amère mais nécessaire. Assise face à une pile de rapports, elle contemplait le Capitole, son esprit hanté par l'humiliation subie. Elle ne ressentait ni joie ni triomphe face à la chute de Durand et Moreau, mais une satisfaction froide. La justice, bien qu'imparfaite, avait prévalu. Un détail personnel ajouta une touche d'humanité. Adrienne reçut une lettre manuscrite de Marie Leclerc, la remerciant d'avoir défendu non seulement sa dignité, mais celle de tous les opprimés. Cette lettre, qu'elle conserva sur son bureau, devint un rappel constant de sa mission. L'héritage de l'incident résidait dans une valeur nouvelle, la responsabilité collective. La France, en exposant et punissant ses propres failles, prouvait que la justice n'est pas seulement l'apanage des tribunaux, mais un effort commun où citoyens, institutions et technologies s'unissent pour protéger l'égalité. Adrienne, renforcée par cette épreuve, redoubla d'ardeur pour diriger le FBI avec intégrité, déterminée à éradiquer les racines du racisme et de la corruption. L'affaire de Charles de Gaulle, loin d'être une simple anecdote, devint un phare, illuminant le chemin vers une France plus juste, où la devise républicaine n'est pas un slogan, mais un serment vivant. Dans ce combat, la colère d'Adrienne et du peuple français n'était pas une fin, mais le carburant d'une révolution morale, prête à défier quiconque oserait trahir l'âme de la nation.